Bonjour, vous écoutez Gainsbourg Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler du style de Serge Gainsbourg et de ses lieux de prédilection, là où il aimait aller, là où il aimait être. Et nous allons le faire en compagnie de Constance Dauvergne, Elvire Emtaz et Pierre Groppeau, journalistes chez Vanity Fair et qui ont travaillé sur ces questions-là. Et peut-être pour commencer, parlons un peu de la façon dont Serge Gainsbourg s'habillait, ses vêtements, sa façon d'être, en tout cas sa façon de se montrer aux autres et de se montrer au monde. Elvire, vous qui avez un peu exploré la question, c'était quoi exactement le style de Serge Gainsbourg ? Ce que je trouve intéressant dans le style de Gainsbourg, c'est que si on voulait le résumer, on pourrait le faire un peu en un triptyque. Finalement, on a le Gainsbourg des années du début, donc Lucien, qui est le jeune pianiste de cabaret, qui s'habille de façon assez proprette, avec son petit costume, sa cravate cintrée. On passe à Gainsbourg des années 70, et là, c'est peut-être un peu l'acmé du style Gainsbourg tel qu'on le connaît, j'y reviendrai après. Mais c'est le moment où il rencontre Birkin, qui lui amène tout ce style un peu swinging London, désolé pour la prononciation, mais avec les chemises Renoma, les petits costumes un peu plus ouverts, un peu moins cintrés, rayés, les chemises en chambray, etc. Et on a le Gainsbourg des années 80, un peu plus destroy, total look en jean, chemise et jean un peu débraillé. Et finalement, ça colle. Enfin, j'aime bien l'idée qu'il y a une espèce de corrélation entre son nom et son style. Et après, quand on parle du style Gainsbourg, on le retient aussi beaucoup, je trouve, par des espèces de totems comme les Yeezy qu'il portait, donc qui sont ces espèces de petits chaussons de danse de chez Repetto blanc en cuir tout fin, qu'il portait de façon assez délicate, sans chaussettes, et parce que, comme le raconte souvent Jane Birkin, en fait, Gainsbourg détestait marcher dans Paris, donc il prenait des taxis tout le temps, ce qui fait qu'il pouvait avoir ses chaussures qui ont une semelle absolument ridiculement fine, donc qui supportent à peu près assez peu les grandes marches sur le bitume. Et voilà, on le reconnaît à ces objets-là. On parlait de la chemise tout à l'heure. Il y a aussi les bijoux. Il aimait beaucoup porter des assez belles montres, Rolex, Cartier, Breitling, au poignet gauche, comme la règle le demande. Et voilà, et Gainsbourg, on peut comme ça l'identifier vraiment par des marqueurs de style qui lui viennent, encore une fois, pour la plupart de Jane Birkin. Ce sont des marqueurs qui sont quand même assez discrets, c'est-à-dire que vous vous dites évidemment il aimait bien les jolies montres ou quelques bijoux comme ça, mais finalement, ça apparaît très peu. Oui, parce qu'il avait une espèce de... Et c'est souvent à ça qu'on reconnaît les gens qui ont du style, c'est que je trouve qu'il avait une espèce de fausse nonchalance. Mais finalement, c'était un uniforme et c'était devenu presque un costume, en fait. Ce côté, le costard rayé, les Yeezy blanches, la petite chaîne avec différents petits pendentifs et la montre. C'est des choses effectivement très simples, mais finalement, c'est un uniforme qui aujourd'hui lui est encore piqué par des centaines de créateurs. Il y a par exemple Pierre Maillot qui a cette maison qui s'appelle Officine Générale, il dit qu'il s'en inspire énormément. On a Christopher Bailey chez Burberry, il dit « Moi, j'ai piqué à Gainsbourg mon look de tous les jours ». Parce que finalement, c'est un look qui est assez intemporel, comme vous le dites, qui est finalement discret, mais faussement discret, en fait, parce que très marqué. Et finalement, quand il porte ses chemises en jean, ses chemises en chambray, il est un peu l'un des rares à faire ça, en tout cas à se montrer de façon publique. Avec ça, ce sont plutôt des vêtements qui étaient réservés, qu'on voit plutôt sur des artistes ou des musiciens californiens, par exemple, mais très peu, voire pas du tout en France à ce moment-là. Oui, très peu en France. Effectivement, il bascule, on va dire, vers la chemise en jean à la fin des années 70, donc il sépare de Jane Birkin, je ne veux pas dire de bêtises, vers 60, ouais, voilà, 81. C'est un moment aussi où sa musique change. Bon, là-dessus, vous êtes meilleur connaisseur que moi, mais c'est un moment où il va aller s'inspirer justement plus des États-Unis, il va s'intéresser au reggae, et donc son style va peu à peu se libérer en même temps que sa musique évolue, et donc il va piquer effectivement, il va laisser un peu de côté le style londonien pour aller plus vers un truc américain assez cool et moins vu aujourd'hui à l'époque, parce que les gens voyageaient beaucoup moins, qu'on n'avait pas évidemment Internet, donc c'était des inspirations qui étaient plus originales, plus inédites. Pierre Groppeau, qu'est-ce qui reste de Serge Gainsbourg dans la mode ?
dans les défilés, dans les collections? Est-ce qu'il y a quelque chose de son style qui transparaît encore ou quelque chose ou pas du tout? Je crois que ce qui reste, c'est peut-être une espèce de fausse nonchalance, parce que tout était, je dirais pas très pensé, mais c'était quelqu'un qui était... Serge Gainsbourg, c'est un grand maniaque de la propreté et de l'ordre. Ça, on le sait pas toujours. Mais même le Gainsbar est un obsédé, on va dire, de la savonnette et du parfum. Je crois qu'il portait un parfum Van Cleef. Je pense que ce qui reste de Gainsbourg, c'est effectivement 3 styles assez distincts. Moi, j'aime bien aussi le style du début des années 50, qui est un peu plus cravaté, les boutons de manchette, les tissus un peu épais, le côté un petit peu premier de la classe, qui va quand même très bien. Et ce qui reste, je trouve, c'est surtout ce qui est le plus difficile en mode, c'est de se trouver, et c'est justement de s'être trouvé qui est marquant, et d'avoir réussi, on l'avait dit précédemment, avec ces changements de nom, mais aussi avec ces changements, on va dire, de look, d'incarner des personnages. Et comme beaucoup de gens, vous savez, comme moi, que voilà, il y a des gens qui font le choix du tout noir à 25 ans, et c'est une forme de... ça les suit toute leur vie. Il s'est trouvé 3 fois, et à des époques effectivement assez différentes, qui donnent à chaque fois une espèce d'air du temps de la mode à ce moment-là. Je veux dire, ce côté presque un peu corseté des années 50, ce côté nettement plus cool et presque plus... Il y a un truc un peu festif dans les années 60, 70. Il y a ces vestes qui sont ou de chez Dronoma ou de chez Saint-Laurent, avec les épaules un peu marquées. Il y a presque un côté, pas disco évidemment, parce que c'est pas le propos. Et puis finalement, le Gainsbourg de la fin des années 80, c'est un peu le Kurt Cobain. C'est Kurt Cobain avant Kurt Cobain, quoi. C'est le grunge, mais le grunge qui est capable de parler de poésie du XVIIIe siècle, ou de vous expliquer le radeau de la Méduse. Quand vous dites grunge, vous pensez un peu à cet aspect un peu sale qui en émanait, ou ce côté un peu détruit aussi? Il y a le côté autodestruction qui est évident. Il y a le côté sale, mais qui est là aussi, à mon avis, une espèce de provocation, et davantage une mise en scène qu'une réalité. Parce qu'encore une fois, dans sa tenue comme dans son intérieur, c'est quelqu'un qui est d'une espèce de maniaquerie obsessionnel. Il paraît que rue de Verneuil, chaque objet avait exactement sa place, que même s'il fumait je sais pas combien de clopes par jour, le cendrier était toujours à la même place, vidé systématiquement. Il a construit autour de lui, à travers ses vêtements et aussi à travers ses objets, un espèce de personnage qui est une mise en scène, qui est sans doute aussi une armure pour se protéger de l'extérieur, et qui reste non pas le Gainsbourg dont on se souvient, mais les Gainsbourg au pluriel. Il y a une précision très très forte finalement, même si l'aspect général semble assez nonchalant, il y a une précision dans le vêtement et dans le blanc des répétos qui sont quasiment toujours immaculés, alors que c'est assez difficile à tenir. Il y a cette anecdote qui dit que lorsqu'il se déplaçait, si on ouvrait les armoires des hôtels, il y avait la même chemise en plusieurs exemplaires, les mêmes... Moi, ce qui me fascine aussi, même rétrospectivement, quand on regarde les photos, il y a évidemment, on voit le style, mais on voit aussi que le style fait partie d'un cadre, et le cadre, c'est la rue de Verneuil. Il y a beaucoup de photos de lui là, rue de Verneuil, où il est quasiment tout le temps, sauf quand il est de sortie dans la nuit. C'est un peu comme si c'était une extension de lui et de son style, et qu'il était quasiment déjà confiné là-dedans, si je peux me permettre. Alors, la rue de Verneuil, c'est intéressant parce que c'est un espace qui finalement va être plutôt à lui, ce qu'on connaît de la rue de Verneuil et les images qu'on en voit, c'est vraiment l'espace de Serge Gainsbourg, alors qu'à la limite, Jane Birkin et les filles ont l'air d'être un peu renvoyées à l'étage. Et c'est un espace qui va meubler et qui va organiser comme... alors je sais pas si c'est une scène de théâtre, un cabinet de curiosité ou un antre d'alchimiste, mais il y a vraiment des objets, il y a une araignée, il y a une bibliothèque qui est assez amusante parce que vous avez aussi bien du Bellay que toutes sortes de livres de cuisine. Il y a la fameuse statue, l'homme à la tête de chou, qu'il avait acheté à la fin des années 60, qui est là aussi. Et je pense que c'est un lieu, effectivement, qui résume ce qu'il a été à travers une addition d'objets, une addition de petites choses pas forcément précieuses, mais en tout cas qui incarne un personnage. Et il y a cette volonté que j'avais entendue dans une interview, par exemple, de choisir de peindre les murs dans un noir mat, parce que les murs disparaissent derrière les objets. C'est-à-dire, on est presque dans le musée. Et il y a à ce sujet-là cette vidéo assez saisissante qui est dans les archives de l'INA, où on le voit
se promener dans les couloirs du Louvre, et je crois qu'on en avait parlé précédemment. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire il parle magnifiquement bien de peinture, qui était sa première vocation. J'ose croire, ou je peux pressentir que rue de Verneuil, il y a aussi l'idée que les objets vous parlent ou vous accompagnent. La rue de Verneuil, d'ailleurs, n'a pas bougé. Depuis sa mort, il y a 30 ans, tout est encore en l'état. Il y a depuis une quinzaine d'années cette histoire ou cette rumeur comme quoi un jour ça deviendrait un musée. En tout cas, pour le moment, rien n'a bougé. Mais je me demandais quels étaient ces autres lieux, parce qu'il y avait évidemment beaucoup d'endroits-là, mais est-ce qu'il y avait d'autres lieux? Je crois, Constance, vous avez travaillé un peu sur retracer une sorte de parcours. En fait, Serge Gainsbourg, c'est un Parisien pur jeu. Il a grandi à Paris dans le 9e arrondissement. Il a fait la fête à peu près partout où c'était possible de faire la fête dans les années 60, 70, 80. Il a enregistré dans plein de studios différents. Donc, il a marqué plein d'endroits et plein d'endroits l'ont aussi marqué lui. Et le premier endroit auquel on pense, c'est un café qui s'appelle le Coup de Fusil et qui est rue Chaptal dans le 9e arrondissement, qui est fermé aujourd'hui, mais devant lequel il passait tous les jours quand il rentrait de l'école. Et un jour, il a raconté à France Culture ce qui lui était arrivé, vraiment un événement fondateur de sa petite enfance, alors qu'il rentrait de l'école et que sur sa vareuse, il avait épinglé une croix d'honneur qu'il avait eue à l'école. Et là, donc, il tape dans l'œil de la patronne, qui décrit en ces termes. Donc, en peignoir sur le trottoir, un pékinois sous chaque aisselle et un gigolo à distance réglementaire, c'est-à-dire 3 mètres derrière. Donc, vraiment, une patronne un peu en ramasse. Bon, encore une fois, c'est lui qui l'a décrit le mieux. Une grande dame de la chanson, une grosse poufiasse, une alcoolo comme je le suis devenue moi-même. Cette dame-là, c'est Fréhel. C'est une légende du cabaret et du music-hall qui a mal tourné parce que vie amoureuse désastreuse, tragédie humaine, devenue alcoolique, totalement cocaïnomane et qui devient du coup un peu concierge, un peu patronne de bar. Et donc ce jour-là, elle le voit qui passe devant lui. Elle sait pas qui il va devenir. Lui, sait absolument pas à l'époque qui elle a été, alors qu'il la revendiquera plus tard comme une de ses plus grandes influences. Et donc, elle le voit et elle lui met la main dans les cheveux. Elle lui dit « Bon, petit gars, sage à l'école. Allez, je te paye un coup. » Et du coup, ce sera un coup de rouge pour elle. Ce sera un diabolo grenadine et une tartelette aux fraises pour lui. Et c'est comme ça qu'il s'est fait un apéro avec une légende de la chanson comme il le deviendra et qui a eu une trajectoire qui mettra en parallèle avec la sienne plus tard quand il racontera cette histoire-là sur France Culture. Donc ça, c'était vraiment l'entre-deux-guerres, le 9e arrondissement, c'était avant la gloire. Et puis après, Gainsbourg est devenu très célèbre et très riche. Et du coup, il s'est totalement roulé dans le luxe et il avait une très belle définition du luxe qui était, je trouve le luxe amusant. Pour moi, le luxe, c'est perdre la notion de l'argent. C'est-à-dire que Gainsbourg n'a jamais acheté un yacht, n'a jamais été dans un esprit vraiment de possession, mais l'argent lui brûlait les doigts, il voulait le flamber. Et la meilleure façon de profiter de cet argent-là, c'était de le cramer. C'était énormément de le cramer dans les restaurants et dans les grands restaurants, où les gens l'adoraient, les serveurs l'adoraient parce qu'il laissait des pourboires de 500 francs très facilement. Quels étaient ces restaurants? Quels sont ces autres lieux? Alors, ces restaurants, il y en a 3 vraiment qu'on a retenus. Il y avait La Serre, qui est toujours une institution, j'allais dire qui était une institution, mais qui est toujours une institution des Champs-Élysées, qui a été un restaurant construit en 1937, restaurant gastronomique qui avait un toit ouvrant à l'époque, ce qui était considéré comme une innovation architecturale absolument folle, qui a été construit en lieu et place de la baraque à frites qu'il y avait eu pendant l'exposition universelle. Et c'est un restaurant qui a vu défiler Chagall, Dali, Malraux, Audrey Hepburn, et donc Gainsbourg qui était un habitué et qui a fêté là-bas ses 60 ans avec Bambou. Et si le restaurant se souvient encore de son passage et même de la date, qui était le 2 avril 88, c'est pour l'addition qu'il a laissée, qui était une addition à 50 285 francs, donc environ 12 700 euros actuel pour notamment, en plus d'un grand dîner de macaroni farci à la truffe, un château Yquem à 10 400 francs, des bouteilles d'évian pas mal parce qu'il faut savoir éponger à 80 francs, un Pétrus de 59 à 28 000 francs, enfin voilà, une belle soirée, un beau dîner. Il a aussi beaucoup fait la fête chez Maxime, qui était déjà un lieu de la famille Gainsbourg parce que son père il jouait du piano dans les années 30. Et donc, c'est là-bas qu'il a notamment emmené dîner Thomas Dutronc pour ses 13 ans. Et à l'occasion de ses 13 ans, quand même, grand anniversaire, il a loué une Rolls-Royce parce que c'est ce dont rêvent tous les adolescents.
Et cette histoire-là, c'est Thomas Dutronc qui l'a raconté, qui s'en est souvenu. Donc, ils étaient allés là-bas avec Charlotte et lui avait été, pareil, absolument effaré de tout le faste et de la façon vraiment totalement dispendieuse dont Gainsbourg avait géré ce dîner et pareil, avait décidé d'acheter une bouteille de vin à 7000 francs parce que pourquoi pas. Et Dutronc, à la fin du dîner, se rend compte que Gainsbourg il a même pas touché, ça lui faisait juste plaisir et c'était vraiment je dépense parce que je peux. Mais le restaurant dans lequel il allait le plus souvent, c'était le Bistrot de Paris, qui était vraiment à 2 pas de chez lui et où il était vraiment connu au point où il avait vraiment son rond de serviette, donc c'est la table 46, sous une verrière classée face au bar, toujours vraiment la même table. Quand il y allait, quand il rentrait dans le restaurant, il s'arrêtait pas à sa table, il allait d'abord faire le tour des cuisines pour donner des billets de 500 francs à tout le monde, histoire d'être sûr d'être bien servi. Et aujourd'hui, du coup, cet établissement, le Bistrot de Paris, on peut encore y aller parce que finalement, le lieu a pas vraiment changé, mais du coup, il y a cette photo de Serge Gainsbourg qui est entre une photo d'André Gide et une photo de Paul Valéry qui étaient aussi des habitués, donc de ce bistrot vraiment à l'ancienne. Et alors, est-ce que ce sera à cause donc des personnalités légendaires qui sont passées, mais en tout cas, ce restaurant est totalement resté figé dans le temps et aujourd'hui, il sert encore une cuisine bistrotière assez classique mais bien faite, de poire vinaigrette. C'est toujours un service sur des tables nappées. Le service est super à l'ancienne, super carré. N'a pas changé. Le nom n'a pas changé. C'est toujours 33 rue de Lille, dans le 7e arrondissement, juste à côté de donc la rue de Verneuil, si on veut se faire une journée Gainsbourg. Pierre, je crois qu'il avait quelques cuisiniers favoris. Alors, des cuisiniers favoris, je sais pas. Je sais qu'il était habitué d'un restaurant qui a fermé, qui s'appelait le Vert Galant, à Paris aussi. Comme disait Constance, les restaurants précédents avaient ses faveurs. Et je sais qu'il a passé pas mal de temps à la fin de sa vie dans Lyon, ce qu'on sait relativement peu, mais dans un hôtel-restaurant tenu par un chef qui nous a quittés début décembre, qui est Marc Menot. Un endroit qui s'appelle l'Espérance. Étrange endroit pour finir sa vie, mais il y a peut-être un ailleurs plus agréable. Il est revenu à Paris. Et il est revenu à Paris puisqu'il est décédé chez lui. Verneuil. Mais par ailleurs, en plus de ces adresses, comme disait Constance, c'est intéressant, ce personnage venu d'ailleurs, qui est né, si je me trompe pas, sur l'île de la Cité, qui aura hanté les cabarets de Montmartre et les académies de peinture de Montmartre, où il est élève pendant et juste après la guerre, qui finit enterré donc rive gauche auprès de ses parents, qui aura vécu dans le 9e, mais aussi dans le 20e. Et alors on le sait moins, mais à un moment, la famille Gainsbourg s'est carrément installée dans le 16e, ce qui lui ressemblait peut-être moins. Et en même temps, voilà, ce personnage qui s'est créé sa géographie parisienne à travers les cabarets qu'il a fréquentés, à travers les salles, évidemment, où il s'est produit. C'est assez amusant de voir que quand il habite dans le 9e rue Chaptal, si je me trompe pas, ce qui est devenu par la suite la SACEM est à 100 mètres à pied de chez lui. Et donc, il peut voir aussi tout gamin des aspirants musiciens aller déposer ou essayer de faire déposer leur composition. Et pour revenir aussi à une idée un petit peu de l'ailleurs, que je trouve amusante et qui est pas une adresse, mais il raconte que quand il a acheté le manuscrit original de la Marseillaise, il part le chercher. Pour le coup, il prend un garde du corps, qui est un type qui bossait au Palace, qui est un Polonais. Donc, ils sont en Chevrolet. Il dit, voilà, on est dans une bagnole américaine. Je suis avec Bambou, qui est d'origine asiatique, un garde du corps polonais et moi qui suis juif et russe. Et on a le manuscrit original de la Marseillaise qui est posé derrière nous. Et je trouve que Gainsbourg aussi, c'est ça, c'est cette espèce on a dit précédemment qu'il a un peu tourné le dos à son passé et jamais finalement raconté ou jamais rentré dans les détails de cette histoire-là. Mais c'est un type qui vient d'ailleurs, qui devient plus parisien que n'importe quel Parisien, mais qui garde cette synthèse et ce goût justement des apports qui viennent de partout, que ça soit, je dirais, dans la musique ou probablement aussi dans la cuisine. Même si concernant la cuisine de Gainsbourg, je me dis qu'elle est moins world food qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, quoi. Je suis pas sûr que ça a été un grand adepte des sushis, par exemple. Une cuisine de bistrot à force de pastis. Oui, alors son plat préféré, c'est marrant. Là aussi, moi, j'imaginais qu'il sortirait un
un plat russe qu'a pu lui faire sa mère, je sais pas, un borsch ou de la bouillie de sarrasin. Et pas du tout. Il raconte que c'est un Irish stew. Alors vraiment, il donne la recette avec du mouton qu'il faut faire. Voilà. Donc oui, apparemment, il aimait les plats en mijotés. Voilà, la cuisine un peu bourgeoise, visiblement. Très bien. Merci à tous les trois. C'était un épisode de Gainsbourg Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts. N'hésitez pas à partager.